En 2023, un ancien ingénieur de la NASA a affirmé avoir construit une machine capable de se soulever contre la gravité, et ce sans utiliser de carburant. Pas de fusée, pas de feu, pas d'échappement, juste de l'électricité. Si cela est vrai, les lois les plus sacrées de la physique et tout ce que nous savons sur le voyage spatial s'en trouveraient à bouleverser. Alors, s'agit-il d'un canular de plus ou d'une porte vers l'avenir ? Le nom de cet ingénieur est Charles Buller. À la NASA, il veillait à ce que les fusées n'explosent pas comme ça, accidentellement. Il a fait partie des programmes Space Shuttle, Hubble, ISS, entre autres méga-projets. Maintenant, Buller et son équipe travaillent pour une entreprise privée qui s'appelle Exodus Propulsion Technologies, et ils essayent de réaliser un vieux rêve d'ingénieur spatial, un vaisseau qui n'aurait pas besoin de carburant. C'est le genre de choses qui changerait instantanément tout ce qui concerne le voyage dans l'espace. Imaginez un avenir où vous pourriez aller sur la Lune, sur Mars, ou où vous voudrez sans dépenser une quantité colossale de ressources, et il affirme que lui et son équipe ont enfin résolu le problème, qu'ils ont construit une machine capable de s'élever dans les airs sans aucun propulseur. Vous avez bien entendu, l'équipe affirme avoir enfreint la troisième loi de Newton, la règle fondamentale de notre monde selon laquelle chaque action nécessite une réaction égale et opposée. Par exemple, dans les fusées, on expulse du carburant à l'arrière, c'est l'action. Poussée ainsi, la fusée avance, c'est la réaction. Un dispositif magique de ce genre enfreindrait également le principe de conservation de la quantité de mouvement. Lorsque vous exercez une poussée sur quelque chose, vous gagnez du mouvement, mais cette autre chose doit acquérir une quantité de mouvement égale dans la direction opposée pour que tout soit équilibré. Selon ses inventeurs, cet appareil changerait la quantité de mouvement total du système à partir de rien. Mais comment obtenir un quelconque mouvement sans pousser contre quoi que ce soit ? C'est comme un ballon qui pourrait avancer tout en conservant tout son air. Si cette machine fonctionne réellement, c'est qu'il doit exister une force naturelle que nous aurions manquée pendant toutes ces centaines d'années d'études du monde physique. Buller lui-même l'a appelée la « nouvelle force ». Essayons un peu de comprendre. Pour créer cet appareil magique, ils ont utilisé l'électrostatique. Leur appareil de test était petit, un objet de 30 grammes, à peu près de la taille d'un jeu de cartes, et il a réussi à créer une poussée, ou une impulsion, en utilisant des champs électriques. Un type de force invisible créé par des charges électriques. La nouvelle force commence à fonctionner lorsque deux événements se produisent dans le système. Le premier est le déséquilibre électrique. Une pression électrique se produit à travers certaines parties de l'appareil, un peu comme la pression de l'air. Si cette pression n'est pas répartie de manière homogène, par exemple, si un côté a plus de poussée électrique que l'autre, c'est le premier élément. Et cela se produit lorsque le champ électrique, la force invisible que les charges électriques créent, est configuré de manière optimale. Il doit se déployer d'une certaine manière, pas en ligne droite, mais de façon inégale et en éventail, comme les rayons du soleil ou ceux d'une roue. Et voilà, quand cela se produit, l'appareil se pousse lui-même et fait bouger l'objet entier. Au début, cette mystérieuse nouvelle force était minuscule et à peine perceptible, peu ou pas de poussée et pas de bruit. Mais avec chaque amélioration, les choses ont commencé à changer. Et en 2023, ils ont finalement mesuré une poussée suffisante pour surmonter la gravité terrestre. Le plus étrange dans tout ça, c'est que selon Buller, dans certains cas, la poussée continue même lorsque l'alimentation est coupée, tant qu'il reste de la charge dans les matériaux. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Cela suggère quelque chose de totalement nouveau en physique, quelque chose de plus profond que ce que nous comprenons actuellement. Alors maintenant, tout scientifique honnête commence à transpirer, parce que ça semble délirant. Et franchement, ça pourrait l'être. Buller admet qu'il s'agit encore d'un travail préliminaire. L'équipe a publié sa découverte et a obtenu un brevet. Soit dit en passant, l'entreprise emploie des personnes qui ont travaillé à la NASA, chez Blue Origin et dans l'US Air Force. Ils bidouillent ce genre de choses depuis des décennies. Charles a présenté ses conclusions à l'APEC, une conférence pour les personnes passionnées par la propulsion alternative et des choses folles comme les moteurs à distorsion, l'antigravité et tout ce qui concerne Star Trek. Maintenant, ils travaillent activement sur ce projet. Bien sûr, le sujet est encore très controversé et de nombreux scientifiques restent sceptiques. Il pourrait y avoir une erreur que personne n'a encore détectée. Ainsi, ils veulent tester la machine dans l'espace. Si elle fonctionne là-haut aussi, cela pourrait changer le voyage spatial à jamais. Ça pourrait être réel parce que ce n'est pas la première fois que nous découvrons quelque chose de ce genre.
Récemment, une start-up appelée Evo Ltd a affirmé avoir construit un Quantum Drive, un autre dispositif de propulsion qui apparemment n'a pas besoin de carburant. Ses créateurs ont dit qu'ils exploitaient une théorie étrange et controversée de la physique appelée inertie quantifiée. Elle a été élaborée par un physicien britannique du nom de Mike McCulloch. En gros, il a affirmé que l'inertie, cette propriété qui pousse les objets à résister à l'accélération, n'est pas une règle fondamentale de la nature, mais un effet causé par un rayonnement quantique étrange à la limite de l'univers observable. En termes simples, si cette théorie est correcte, alors dans les bonnes conditions, vous pourriez être capable de générer une poussée sans rien projeter vers l'arrière. Plus besoin de carburant, juste de l'électricité et une installation suffisamment ingénieuse. De nombreux scientifiques n'y croient pas, mais qui sait, peut-être que c'est pour cela que ces nouvelles inventions pourraient réellement fonctionner. Quoi qu'il en soit, au départ, l'entreprise Evo a été fondée par une petite équipe de techniciens qui souhaitaient découvrir l'énergie sans fil. Leur première grande idée s'appelait CBAT, transmission aérienne à base capacitive. En gros, une manière sophistiquée de transmettre de l'électricité sans fil, par le biais de l'air, mais quelque part, en cours de route, ils ont changé de direction. Ils ont commencé à se demander, si nous pouvons faire passer de l'électricité dans l'air de cette manière, pouvons-nous également déplacer des objets? Pouvons-nous repenser l'inertie elle-même? Ainsi, en 2021, ils ont commencé à travailler sur un dispositif de propulsion basé sur cette théorie de l'inertie quantifiée. Ils ont construit leur propulseur Quantum Drive autour de cette idée. C'était un système électrique autonome. Pas de réservoir de carburant, pas de combustion. Juste une boîte prête à l'emploi qui fait bouger les engins spatiaux. Selon eux, c'est léger, empilable, et ça peut être fixé à un satellite comme un grille-pain. Et ça ne pèse que quelques centaines de grammes, bien plus léger qu'un propulseur traditionnel. En 2023, ils l'ont testé. Pas dans le garage de quelqu'un, mais dans une véritable chambre à vide, simulant les conditions de l'espace. L'équipe a déclaré avoir écarté toutes les forces connues qui pourraient se fausser les résultats. Et ils ont réussi à générer une poussée. Pas beaucoup, mais de manière cohérente et mesurable. Puis est venu le grand moment. Evo et une entreprise partenaire, Rogue Space Systems, ont lancé le Quantum Drive dans l'espace. Et maintenant, ils attendent les résultats des tests. Beaucoup de physiciens pensent que tout cela n'est que baliverne. Certains d'entre eux ont fait remarquer que ça ne pouvait pas marcher, car il s'agirait alors d'une machine à mouvement perpétuel. En gros, si un appareil comme celui-ci fonctionnait réellement, on pourrait l'utiliser pour produire de l'énergie de manière infinie, ce qui enfreint la première loi de la thermodynamique. Mais selon Evo, ce n'est pas ça qu'ils font. Ils disent que l'inertie quantifiée fonctionne bien selon les lois de Newton, juste un peu différemment. Quoi qu'il en soit, tout cela doit être vérifié 2 fois. Les sceptiques ont tout à fait raison, car beaucoup de personnes ont de mauvais souvenirs. En 2001, un ingénieur britannique nommé Roger Shawyer a présenté l'M-Drive. C'était un appareil étrange en forme de cône qui, supposément, créait une poussée sans rien éjecter à l'arrière. Les gens étaient super enthousiastes. La NASA l'a même testé avec leur équipe d'EagleWorks. Et en 2016, ils ont affirmé avoir détecté de minuscules quantités de poussées provenant de l'M-Drive. Les médias ont parlé de révolution. Les gens et les scientifiques n'en croyaient pas leurs oreilles. Mais plus tard, des études plus poussées, y compris une étude provenant d'une université allemande qui a vraiment bossé sur le sujet, ont découvert la triste réalité. Il ne s'agissait que d'une erreur expérimentale. En 2021, le verdict est tombé. Le moteur M-Drive ne fonctionnait pas. Ce n'était que du bruit expérimental, des données mal comprises, un autre rêve qui partait en fumée. De nombreuses inventions, sans propulseur, se sont heurtées à un énorme mur tenace, les lois de la physique. Il est donc trop tôt pour dire si ces startups réussiront à changer le monde à jamais. Mais si cela s'avérait réel, ce ne serait pas simplement un nouveau moteur, ce serait une toute nouvelle ère. La NASA a lancé une sonde spatiale directement vers le Soleil. Il s'agit de l'objet conçu par l'homme le plus rapide jamais fabriqué, capable de franchir la distance entre Philadelphie et Washington, D.C., en une seule seconde. La sonde solaire Parker a pour mission d'analyser les phénomènes extrêmes de notre étoile. Les scientifiques avertissent que de gigantesques tempêtes solaires sont inéluctables et pourraient avoir des conséquences désastreuses pour notre planète. La sonde s'est rapprochée du Soleil 7 fois plus que toute autre mission antérieure. Elle a accompli cette prouesse lors de son 22e passage à proximité de l'étoile, depuis son lancement en 2018. En raison de sa masse colossale, le Soleil exerce une gravité phénoménale, comparable à l'attraction d'un immense aimant. Au fil de ses orbites autour du Soleil,
La sonde exploite la gravité pour accroître progressivement sa vitesse et atteindre des sommets vertigineux. Lorsqu'elle s'est aventurée au plus près de la couronne solaire, la couche externe de l'atmosphère du Soleil, elle a dû résister à des températures avoisinant les 1400 degrés Celsius, de quoi liquéfier de nombreux métaux. Elle était protégée de cette chaleur extrême et des radiations solaires par un bouclier en carbone de 11 cm d'épaisseur, garantissant ainsi le bon fonctionnement de ses instruments, maintenus à une température proche de celle d'une pièce ordinaire. Les chercheurs ont consenti à ces efforts considérables dans l'espoir d'élucider une énigme scientifique qui les intrigue depuis longtemps. La surface du Soleil est déjà brûlante, mais en s'éloignant vers la couronne solaire, la température grimpe inexplicablement jusqu'à plusieurs millions de degrés. Ce paradoxe thermique, qui défie la logique, pourrait enfin trouver une explication grâce aux données recueillies par la mission. Elle vise également à approfondir notre compréhension du vent solaire. Le Soleil émet en permanence des particules énergétiques et chargées dans l'espace, formant un flux continu semblable à une brise électromagnétique. Lorsque ce vent atteint la Terre, il engendre de spectaculaires aurores polaires. Plus l'activité solaire est intense, plus ces phénomènes lumineux sont visibles loin vers le sud. Notre étoile suit des cycles naturels d'environ 11 ans qui influencent directement ces manifestations célestes. Cette activité oscille entre des phases d'intensité faible et élevée. Actuellement, nous sommes en période de maximum solaire, le point culminant de ce cycle. C'est pourquoi, en 2024, des aurores spectaculaires ont été observées dans des régions inhabituelles. Toutefois, cette intensification peut engendrer des éjections de particules chargées et d'énergie susceptibles de perturber des infrastructures comme les systèmes radio, les satellites et même le GPS. Ce phénomène représente un danger pour les astronautes, bien plus exposés que nous qui bénéficions de la protection terrestre. Les humains ne percevraient pas directement la déformation du champ électromagnétique de la planète causée par ce rayonnement, mais les réseaux électriques y sont extrêmement vulnérables. En l'absence de réaction rapide, cet afflux d'énergie risque de saturer les transformateurs électriques à l'échelle mondiale, provoquant des pannes généralisées. Une telle perturbation survenant lors d'une catastrophe naturelle, comme un ouragan ou une tornade, pourrait gravement compliquer les opérations de secours en rendant les communications encore plus difficiles et en compromettant les efforts pour sauver des vies. C'est pourquoi il est primordial de perfectionner notre capacité à anticiper ces phénomènes, appelés météo spatiales. Cette tâche est ardue, car contrairement aux séismes, aux inondations ou aux éruptions volcaniques, ces tempêtes solaires ne laissent aucune trace matérielle. Les seules dont nous ayons une véritable connaissance remontent à 1859 et 1921. La première, connue sous le nom d'événement de Carrington, fut d'une intensité telle qu'elle provoqua des étincelles sur les lignes télégraphiques. Les aurores furent observables jusqu'à des latitudes proches de l'équateur. À cette époque, les scientifiques utilisaient un papier photosensible pour enregistrer l'activité solaire. Lors de cet événement, les relevés dépassèrent littéralement les limites des instruments de mesure. L'ampleur du phénomène reste encore mal comprise aujourd'hui. La tempête géomagnétique de mai 1921, quant à elle, causa d'importantes perturbations, mettant hors service les réseaux télégraphiques aux États-Unis, en Europe et jusqu'à l'hémisphère sud. Paradoxalement, cette tempête amplifia temporairement la portée des transmissions radio, leur permettant de voyager bien au-delà de leur portée habituelle. À l'époque, le faible nombre de radios limitait l'intérêt de ce phénomène. Le véritable problème fut l'ampleur des dégâts subis par le réseau électrique américain. En 1859 et 1921, la technologie n'occupait pas une place aussi centrale dans la vie quotidienne qu'aujourd'hui. Si une tempête de cette envergure survenait à notre époque, les conséquences pourraient être infiniment plus désastreuses. Des chercheurs néo-zélandais spécialisés en météorologie spatiale développent des simulations pour anticiper et atténuer ces risques. L'une des approches envisagées consiste à étudier d'autres étoiles similaires au Soleil dans l'espace. L'analyse de données issues de milliers d'astres, et non d'un seul, permettrait d'obtenir un tableau plus précis des phénomènes en jeu. Jusqu'à présent, plusieurs missions ont été lancées ou sont en préparation, en complément de la sonde solaire Parker. Le satellite GOES-19 2024, l'orbiteur solaire de l'ESA 2020 et le satellite Space Weather Follow-On 2025. Parallèlement, la NASA poursuit un autre projet, le déploiement d'Endurance, un engin lunaire robotisé à la puissance décuplée. Sa mission principale consistera à collecter des échantillons provenant de sites stratégiques que les astronautes du programme Artemis récupéreront ultérieurement. Ces échantillons seront disséminés dans le plus vaste bassin d'impact de la Lune,
le bassin pôle Sud-Aitken, qui s'étend sur près de 1900 km. La dispersion des sites de prélèvement, séparés de centaines de kilomètres, impose à Endurance d'être bien plus avancé que Perseverance, l'actuel rover le plus sophistiqué de la NASA. Endurance devra parcourir une distance 100 fois supérieure, rouler 10 fois plus vite et collecter une masse d'échantillons 200 fois plus importante. Il sera aussi le premier rover planétaire capable d'opérer de nuit. Placé sur la face cachée de la Lune, où les communications avec la Terre et les données de surface seront limitées, il devra naviguer de manière autonome entre les différents sites d'échantillonnage et prendre ses propres décisions dans un environnement hostile. Une fois parvenu à destination, il adoptera une approche plus conventionnelle pour l'exécution de ses tâches. Les scientifiques d'Alpo sur Terre joueront un rôle actif en dirigeant le rover dans l'exploration des sites et la collecte d'échantillons. Ils assureront également un suivi constant de ses performances en analysant sa télémétrie, c'est-à-dire les données qu'il transmet, notamment son état de fonctionnement. En cas d'usure détectée sur un composant ou d'un dysfonctionnement, ils ajusteront les opérations afin de garantir le bon déroulement de la mission. Ce projet nécessitera des investissements colossaux, probablement bien supérieurs aux 450 millions de dollars déjà engloutis par la mission lunaire Viper, avant son annulation par la NASA. Tandis qu'Endurance est encore en phase de conception, le module d'atterrissage lunaire Blue Ghost est déjà en route pour la Lune. Sa mission principale est la recherche. Durant 25 jours, il évoluera en orbite terrestre pour effectuer des mesures et guetter le moment opportun pour se propulser vers la Lune. Après 4 jours de transit, il se placera en orbite lunaire pour une période de 16 jours, durant laquelle il collectera de nouvelles données. Il descendra ensuite dans l'un des plus vastes bassins lunaires, Mare Crisium, où il restera une journée lunaire, soit 14 jours terrestres. Ces instruments mesureront les températures du sous-sol, les niveaux de radiation et d'autres paramètres essentiels. En fin de mission, Blue Ghost capturera des images du coucher de soleil lunaire. Conçu sans capacité de retour vers la Terre, il accomplira quelques tâches finales avant de s'éteindre définitivement à la tombée de la nuit. Dans le cadre d'un autre projet spatial ambitieux, la NASA a sélectionné une équipe d'ingénieurs en aérospatial de l'Université de Floride pour mener le programme GERATIS, Gravitational Reference Advanced Technology Test in Space. Ce projet, doté d'un budget de 12 millions de dollars, vise à améliorer le suivi des mouvements des plaques tectoniques et des océans terrestres grâce à des observations spatiales. GRATIS sera équipé de capteurs ultra performants capables de détecter les moindres variations gravitationnelles à l'échelle nanométrique, soit 1 milliardième de mètre. Ces données permettront d'affiner la surveillance des sécheresses, d'évaluer les réserves d'eau souterraines et d'analyser les fluctuations du niveau des océans. Le lancement est prévu aux alentours de 2027 à bord d'une fusée, SpaceX Falcon 9. Une nouvelle fusée décolle de la rampe de lancement et se dirige vers la Station spatiale internationale. Pour envoyer quelque chose là-bas, cela coûte environ 36 000 $ par kilo. Imagine dépenser autant pour 1 kilo de banane. Le poids d'une navette spatiale est donc calculé au boulon près. En sachant qu'on utilise environ 300 kg de peinture blanche pour recouvrir une fusée, ça fait déjà 10 800 000 $. Avec cette somme, tu pourrais t'acheter un immense voilier, une Bugatti Veyron plaquée or, et peut-être même un penthouse à Manhattan. Ou peut-être même une île privée, enfin une petite. Mais les ingénieurs doivent peindre les fusées en blanc pour qu'elles ne se transforment pas en four volant. Imagine que tu es assis dans une voiture noire sur un parking à midi en plein été, sans climatisation. Tu te sentirais mal au bout de quelques minutes. Mais si ta voiture est blanche, elle se réchauffera plus lentement. C'est une question de réflectivité. Quand les rayons du soleil touchent une surface noire, ils sont absorbés, donc tout ce qui se trouve sous cette surface se réchauffe. Mais sur une surface blanche, ils sont réfléchis. Et cette surface absorbe moins de chaleur. C'est pourquoi en été, tu as beaucoup plus chaud en portant un t-shirt noir qu'en enfilant un t-shirt blanc. Mais les navettes volent dans l'espace où la température avoisine les moins 270 degrés Celsius. Et l'espace est vide, ce qui signifie qu'il n'y a pas de particules d'air pouvant transférer la chaleur. Donc rien pour bloquer les rayons du soleil et les empêcher de chauffer la surface de la fusée. Si elle était noire, la fusée absorberait tous ces rayons et les astronautes seraient comme des poulets dans un four. En plus de la chaleur, le soleil émet des radiations.
Le champ magnétique et l'atmosphère terrestre nous protègent de leur effet destructeur, mais il n'y a pas de tel bouclier dans l'espace. C'est pourquoi la peinture blanche à la surface des vaisseaux spatiaux protège également les astronautes des radiations. Les combinaisons spatiales sont blanches pour la même raison, tout comme la Station spatiale internationale. Sur Terre, la plupart des avions sont aussi peints en blanc. Mais même peinte en blanc, une navette spatiale peut surchauffer, et son autre côté, celui que les rayons du soleil n'atteignent pas, se refroidit beaucoup car l'espace est très froid. Les ingénieurs ont donc trouvé un moyen astucieux de transférer la chaleur du côté ensoleillé de la navette à son côté obscur. Il y a des tubes remplis d'ammoniac sous les panneaux. L'ammoniac s'évapore en absorbant la chaleur de la surface, puis il transporte cette chaleur vers le côté le plus froid du vaisseau. Là, il se libère de sa chaleur et retourne à sa forme liquide. Puis il retourne vers le côté ensoleillé de la navette. La deuxième raison pour laquelle on peint les navettes spatiales en blanc, c'est que l'espace est noir. Et si on les peignait en noir ou de toute autre couleur, on ne pourrait pas les voir. Et il serait difficile de les arrimer entre elles ou avec l'ISS. Une navette blanche est en revanche parfaitement visible sur le fond noir de l'espace. La troisième raison est que l'on peut facilement voir le moindre dommage sur le blanc. Bien avant son lancement, la navette spatiale est assemblée dans un hangar à partir de dizaines de pièces différentes, puis elle est livrée sur la rampe de lancement. Si quelque chose se passe mal durant ce processus, on remarquera n'importe quelle fissure ou fuite sur la surface blanche. Mais il n'y a pas que les surfaces des navettes spatiales et de l'ISS qui soient peintes en blanc. Leur intérieur l'est également. Si tu regardes les photos des astronautes de l'ISS, tu verras que la plupart des éléments intérieurs sont blancs ou beiges. Là encore, c'est une question de réflectivité. L'énergie électrique est une ressource importante sur l'ISS. Chaque ampoule doit être utilisée de manière économique. Et les surfaces blanches reflétant efficacement la lumière, il n'y a aucune zone d'ombre, même avec un faible éclairage. Voici Saturn V, la fusée lunaire américaine des années 70. C'est la plus grande, la plus puissante et la plus lourde fusée jamais construite. Et elle n'est pas complètement blanche. Plus intéressant encore, ces parties blanches ont été peintes ainsi pour la protéger du soleil brûlant de Floride sur le pas de tir. Mais tu peux voir des bandes noires sur le corps de la fusée. Grâce à elle, les caméras au sol pouvaient déterminer sa vitesse de rotation. Au moment du lancement, une fusée tourne comme une balle de pistolet. Cela lui permet d'être plus stable pendant le vol. Quand elle est lancée et qu'elle commence à tourner, toutes les caméras sont pointées sur elle. Les experts qui regardent cette vidéo analysent chaque image, ils font attention à la façon dont les bandes noires bougent et peuvent ainsi calculer la vitesse de rotation de la fusée. Maintenant, jetons un œil à la navette spatiale. On la reconnaît grâce à l'énorme réservoir orange attaché dessous. Il contient de l'oxygène et de l'hydrogène liquide pour propulser la navette en orbite. Il est orange car il est recouvert de mousse isolante. L'oxygène et l'hydrogène ne peuvent être à l'état liquide qu'à des températures extrêmement basses et sous haute pression. Cette isolation protège donc le carburant de la surchauffe. Mais à l'origine, ce réservoir aussi était blanc, et pour la même raison, reflétait les rayons du soleil. Mais les ingénieurs ont ensuite pensé que la mousse isolante était suffisante, et la couche de peinture a été retirée. Ils ont ainsi réussi à économiser près de 300 kg et à envoyer davantage de charges utiles dans l'espace. Ça fait tout de même 300 litres d'eau ou 900 gros hamburgers. Il est intéressant de noter que la navette spatiale elle-même n'était pas complètement blanche. Son fond était noir. C'est pour résister à la chaleur extrême de la rentrée dans l'atmosphère terrestre. Quand la navette spatiale a terminé sa mission dans l'espace, elle commence à descendre. À une altitude d'environ 120 km, elle voyage à 25 fois la vitesse du son. Quand la navette spatiale rentre dans l'atmosphère, elle heurte littéralement des particules d'air et commence à freiner. À ce moment-là, son fond chauffe à cause de la friction avec l'air. Frotte tes mains l'une contre l'autre, elles deviennent plus chaudes. C'est pareil avec le fond de la navette, sauf qu'il chauffe à plus de 1200 degrés Celsius. Pour te donner une idée, c'est 6 fois plus qu'une poêle chaude. C'est pourquoi les ingénieurs ont dû protéger le fond des navettes avec des tuiles noires spéciales. On les appelle HRSI, ce qui veut dire isolation de surface réutilisable à haute température. Elles sont faites de silicium poreux, ce qui signifie qu'elles sont très légères, mais peuvent résister à des températures extrêmes.
Mais concernant les nouvelles fusées, on ne s'embête plus à les peindre en blanc ou à les protéger avec des tuiles. Elles sont désormais faites en acier inoxydable. C'est plus facile, moins cher et plus rapide à construire. Prenons la navette spatiale SpaceX, qui pourra emmener des gens sur la Lune et même sur Mars, et qui est faite d'acier inoxydable. 1 kg de fibre de carbone, utilisée dans les navettes conventionnelles, coûte environ 200 $. La même quantité d'acier inoxydable coûte environ 3 $. Et comme le poids de la navette et de son propulseur est d'environ 300 tonnes, la différence est énorme. L'acier inoxydable réfléchit très bien les rayons du soleil. Même s'il est sombre, il est brillant, la navette ne surchauffe donc pas. En plus, il résiste bien aux basses températures, donc il ne se déformera pas dans l'espace glacial. Et pour éviter que la navette ne surchauffe lors de son retour, ces panneaux sont montés comme un sandwich. Il y a une couche extérieure en acier, puis une couche d'air, et encore une couche intérieure en acier. On dirait un Oreo. L'air agit comme un isolant thermique. La navette Starship, contenant les astronautes et son propulseur, sont donc installés sur la rampe de lancement. Allumage. Le propulseur aide la navette à échapper à la gravité terrestre, puis il se détache. La navette allume alors ses moteurs et entre en orbite. À ce moment-là, elle a utilisé presque tout son carburant. Pendant ce temps, le propulseur rentre dans l'atmosphère et atterrit en douceur. Il s'arrime à un conteneur de ravitaillement, repart, met le conteneur en orbite et retourne sur Terre. Le conteneur de ravitaillement s'amarre à la navette et lui apporte du carburant et de la cargaison, puis il se désarrime et retourne sur Terre pour sa prochaine mission. Au même moment, la navette allume ses réacteurs et se dirige vers sa destination. Le voyage vers Mars durera environ 7 mois. SpaceX prévoit également d'utiliser Starship pour se déplacer sur Terre. Les lancements auront lieu depuis des plateformes aquatiques situées près des grandes villes. Voyager d'un bout à l'autre de la planète ne prendra alors pas plus d'1 heure. Imagine-toi aux commandes d'un vaisseau spatial filant à travers un nuage d'astéroïdes. Tu en esquives un premier, un second, et soudain, tu écrases l'accélérateur pour te cracher volontairement et à toute allure sur un astéroïde. C'est exactement ce que la NASA se prépare bientôt à faire. La mission débute à la base aérienne militaire de Vandenberg, en Californie, le 24 novembre. Suivons-la étape par étape. Le propulseur d'appoint Falcon 9 est déjà sur la rampe de lancement. Celle-ci est aussi haute qu'un immeuble de 22 étages, ou que 11 girafes, et elle peut envoyer environ 8 tonnes de matériel en orbite. On pourrait donc envoyer un gros éléphant dans l'espace, et lui fournir aussi une bonne réserve de nourriture. Compte à rebours. 3, 2, 1, allumage. Des nuages de fumée se forment et la fusée commence à prendre de l'altitude. 9 moteurs fonctionnent à pleine puissance pour faire accélérer l'appareil. À son pic, celui-ci atteint une vitesse 10 fois supérieure à celle du son. Puis les moteurs de la fusée s'éteignent, le premier étage se désarrime pour retourner sur Terre. Quelques secondes plus tard, le deuxième étage reçoit son ordre d'allumage. Son unique moteur se met en marche et la fusée s'élève encore plus haut vers son orbite. La capsule de transport s'ouvre alors et libère l'engin spatial DART. DART, fléchette en français, est l'acronyme anglais qui désigne la mission consistant à tester la déviation d'un astéroïde double. Une fois libéré, le vaisseau déploie ses 2 grands panneaux solaires. Ils lui permettront de convertir l'énergie solaire en électricité pour alimenter son moteur ionique révolutionnaire. Les moteurs conventionnels créent l'accélération en brûlant des tonnes de carburant qu'ils éjectent vers l'extérieur. La fusée expulse principalement par elle-même les gaz émis. Le moteur ionique ne consommera pas de carburant. Il utilisera un champ électrique puissant pour accélérer le gaz ionisé. Comme pour les fusées classiques, ce gaz sera expulsé et créera ainsi la poussée nécessaire. Bien que le moteur ionique produise une accélération plus faible, il peut amener l'engin spatial à atteindre des vitesses plus élevées. Les moteurs de fusée ordinaires sont très performants en déplacement. En enfonçant l'accélérateur, on brûle de grandes quantités de carburant, alors que le moteur ionique, lui, accélère lentement. Mais quand une fusée classique devra s'arrêter pour faire le plein, l'engin spatial ionique la dépassera à une vitesse folle. L'engin spatial DART commence donc son voyage d'1 an. En comparaison, un vol vers Mars prendrait environ 7 mois. Après un bond dans le temps d'1 année, voilà, nous sommes arrivés. Voici l'astéroïde Didymos. Le point le plus éloigné de son orbite se trouve à 2 unités astronomiques de notre étoile, ce qui équivaut à 2 distances Terre-Soleil. À cet endroit, le Soleil commence à exercer sur lui une force qui le tire en arrière. Puis, l'astéroïde s'avance vers l'étoile à son point le plus proche, soit un trajet Terre-Soleil.
Son orbite est alors très comparable à celle de notre planète. Didymos s'est approché au plus près de la Terre à une distance d'environ 7,8 millions de kilomètres, ce qui correspond à 20 fois la distance Terre-Lune. Avec un tel écart, il faut 770 jours pour effectuer une révolution autour du Soleil. Didymos n'est donc pas encore considéré comme un astéroïde dangereux, mais avec le temps, il va se rapprocher de plus en plus de notre planète. Et les conséquences d'une collision pourraient être catastrophiques étant donné sa taille. Il est plus grand que 2 Empire State Building. Il effectue un tour complet sur lui-même en 2 heures et 15 minutes. Il accumule donc une énorme quantité d'énergie. Et en plus, il a un compagnon, un autre astéroïde. Celui-ci forme un petit caillou de 160 mètres de large, ce qui correspond à 12 bus ou encore 10 wagons de train. Sa période orbitale, c'est-à-dire le temps qu'il met pour effectuer un tour complet de Didymos, est d'environ 11,9 heures. La NASA pense que les astéroïdes d'une largeur maximale de 25 mètres ont de grandes chances de se consumer complètement en pénétrant dans notre atmosphère en raison de la friction intense subie au contact de l'air. Ils ne sont donc pas dangereux. Les astéroïdes dont la taille est comprise entre 25 et 800 mètres, en revanche, ne se consumeront pas entièrement et pourraient causer de graves dommages. Les astéroïdes d'une taille supérieure à 800 mètres pourraient rayer de la carte de grandes métropoles, voire même des États entiers. En ce sens, nous pouvons considérer Didymos comme potentiellement dangereux. Nous allons donc tester sur lui une méthode de défense, l'impact cinétique. C'est pour cette raison que nous avons envoyé DART à sa rencontre. Notre engin spatial va donc bien heurter un astéroïde. Seulement, on ne vise pas son corps principal, mais le petit caillou qui l'accompagne. DART se déplace déjà vers lui à environ 6,6 km par seconde. À cette vitesse, un voyage de New York à Washington prendrait moins d'1 minute. Un trajet d'une côte à l'autre des États-Unis, environ 10 minutes. DART se rapproche, 3 secondes avant l'impact. 2, 1, boum! L'engin spatial s'écrase sur l'astéroïde à toute vitesse. Quelles sont tes prédictions? Le rocher spatial explose, réduit en pièces, ou bien il ricoche sur le corps principal qui se retrouve alors projeté dans l'espace comme une boule de billard? Eh bien, les scientifiques prédisent que cette collision réduira la vitesse de ce petit caillou d'une fraction infime et pourtant suffisante pour réduire sa période orbitale de quelques minutes. Nos télescopes terrestres pourront alors étudier plus en détail les effets de cette collision. Et pour en apprendre encore plus, nous enverrons un autre vaisseau sur Didymos pour une mission parallèle. Il s'agit de la mission Hera, dont le lancement est prévu pour 2024 pour une arrivée sur Didymos vers 2027. Cet engin spatial transportera divers équipements et matériaux de recherche afin d'évaluer les dommages causés par la collision avec DART. À son arrivée, Hera prendra de nombreuses photos du petit astéroïde et devrait y inclure un cratère d'impact récent. Hera transportera aussi 2 CubeSats, des nanosondes plus petites qu'une boîte à chaussures. Ces mini-satellites seront lancés vers l'astéroïde pour permettre une manœuvre de proximité. Les sondes étudieront alors ce petit corps céleste durant 3 à 6 mois. À la fin de la mission, l'une d'entre elles tentera d'atterrir à la surface de l'astéroïde pour en apprendre encore davantage sur sa composition et sa structure interne. Il est aussi possible que Hera transporte un mini-percuteur. Cet outil devra permettre de produire un nouvel impact sur l'astéroïde. Les scientifiques pourront alors évaluer la différence entre les impacts formés par un grand instrument spatial et ceux causés par un plus petit, et comprendre comment nous défendre contre les astéroïdes à l'avenir. En théorie, nous n'avons pas besoin d'envoyer une fusée géante sur un astéroïde dangereux pour le détruire. Une seule frappe pourrait suffire à modifier légèrement sa trajectoire. À l'échelle cosmique, altérer une trajectoire, même de manière infime, peut radicalement changer le point d'arrivée d'un astéroïde. Mais l'impact cinétique n'est pas le seul moyen de lutter contre les astéroïdes néfastes. Tu connais le tracteur à gravité? Avec cette option, nous devons aussi envoyer un véhicule spatial vers l'astéroïde. Seulement, il ne s'écrasera pas dessus. Il devra entrer en orbite autour de lui. Tout astéroïde exerce une force d'attraction. Celle-ci attirera donc l'engin spatial vers le corps céleste, tandis que les moteurs du vaisseau maintiendront son altitude. Alors, l'astéroïde lui-même commencera à être attiré vers le vaisseau spatial. Cette méthode est assez fiable, mais prend beaucoup de temps, et elle ne fonctionnera que si nous détectons un astéroïde potentiellement dangereux plusieurs années avant son arrivée. Il nous faudrait disposer de suffisamment de temps afin d'envoyer un vaisseau spatial vers l'astéroïde, puis utiliser la technique du tracteur gravitaire. Une autre alternative serait d'utiliser un laser. Dès qu'un astéroïde est découvert, nous pouvons diriger un puissant rayon laser vers lui. Il chauffera l'astéroïde en un point précis, ce qui provoquera l'évaporation d'une partie de sa matière. Et c'est là que la physique entre en jeu. La matière située sur le haut de l'astéroïde s'évapore du même côté. Cela provoquera le déplacement de l'astéroïde à l'opposé.
C'est comme pour nos moteurs de fusée. Le carburant est expulsé dans une direction et le vaisseau spatial se déplace dans l'autre. Nous pouvons aussi utiliser l'énergie solaire au lieu des lasers. Pour cela, nous devons construire une énorme station spatiale remplie de loupes. As-tu déjà essayé de graver des lettres sur une surface en bois à l'aide d'une loupe ? Eh bien, nous ferions la même chose, mais sur un astéroïde. Notre station spatiale devra concentrer un grand nombre de rayons solaires en un seul point de l'astéroïde. Là encore, une portion de sa matière s'évaporera à cause de la montée en température, ce qui entraînera une légère modification de sa trajectoire initiale, évitant ainsi notre planète. Et pourquoi pas une feuille d'aluminium ? Eh oui, nous pouvons éviter une collision avec un astéroïde en utilisant du simple papier aluminium. Il nous faudrait envelopper l'astéroïde dans ce matériau réfléchissant. Au lieu d'absorber les rayons du Soleil, l'astéroïde les réfléchira. Ceci aura pour effet de créer une certaine pression à sa surface. Ce sera comme si les rayons du Soleil poussaient l'astéroïde et sa trajectoire en sera modifiée. L'option qui n'est pas la plus évidente mais la plus fiable est celle des moteurs de fusée conventionnels. Nous pouvons ainsi installer sur l'astéroïde de nombreux moteurs dont la puissance d'accélération changera la trajectoire. Avec suffisamment de moteurs, nous pouvons même prendre le contrôle de l'astéroïde. Ainsi, lorsqu'un rocher spatial plus gros encore apparaîtra à l'horizon, nous mettrons nos moteurs en route et dirigerons notre astéroïde droit sur lui. Une telle collision pourrait même complètement détruire un astéroïde de très grande taille, ce qui donnerait à voir un spectacle lumineux absolument spectaculaire. Depuis des décennies, l'exploration de l'espace suscite les rêves des hommes. Et depuis l'an 2000, une présence humaine continue a été maintenue en orbite. Récemment, un nouveau record a été établi. Il y a à peine quelques semaines, 17 personnes de 5 nationalités différentes se trouvaient simultanément en orbite terrestre. Le précédent record remontait à septembre 2021, lors de la mission Inspiration 4, financée par des fonds privés, où le nombre de personnes en orbite atteignait 14. Voyons cela. Récemment, 3 nouvelles personnes ont rejoint la station spatiale chinoise de Tiangong. À bord se trouvent également 3 autres astronautes, présents depuis novembre 2022, qui devraient retourner sur Terre en juin. Par ailleurs, 7 individus se trouvent à bord de la Station spatiale internationale, tandis que 4 membres d'équipage ont quitté l'ISS à bord du véhicule Crew Dragon Freedom de SpaceX, retournant avec succès sur Terre le 30 mai 2023. Cela laisse 13 personnes en orbite. Fait intéressant, ce record inclut également la 600e personne à atteindre l'orbite terrestre. Rayana Barnaoui, membre de la mission Axe-2, est devenue la 600e voyageuse spatiale et la première saoudienne à voyager dans l'espace. Mais on a quelque chose d'encore plus fascinant à vous révéler. En effet, le record du plus grand nombre de personnes dans l'espace, et pas uniquement en orbite terrestre, a également été battu il y a peu. Toutefois, ce record n'a duré que 5 minutes environ. Durant ce bref laps de temps, 20 personnes se trouvaient hors de la planète. Ce record a été établi lorsque 6 membres de l'équipage du VSS Unity 25 de Virgin Galactic se trouvaient en même temps que 3 taïkonautes chinois vivant et travaillant à bord de Tiangong, ainsi que 11 astronautes à bord de l'ISS. Cela commence à être sacrément encombré. Eh bien, la Station spatiale internationale a toujours accueilli la majorité des voyageurs spatiaux en provenance de la Terre. Cependant, je parie que certains faits fascinants sur cette prouesse technologique vous échappent encore. L'ISS est l'un des objets les plus brillants dans le ciel nocturne. Le plus impressionnant ? Vous pouvez vous inscrire à un service spécial qui vous enverra une notification chaque fois que la station passe juste au-dessus de votre emplacement et reste visible à l'œil nu. Personnellement, on l'a observé à de nombreuses reprises, et c'est une expérience vraiment impressionnante. Normalement, vous pouvez la voir entre le crépuscule et l'aube, mais attention, car la station se déplace extrêmement vite. À une vitesse de 8 km par seconde, elle boucle une orbite complète autour de la Terre en seulement 90 minutes. La Station spatiale internationale est un véritable record en soi. C'est le plus grand objet fabriqué par l'homme dans l'espace, avec une longueur de 110 mètres, soit la même taille qu'un terrain de football. Son poids atteint environ 450 tonnes, et 8 vaisseaux spatiaux peuvent s'amarrer à l'ISS simultanément. L'espace de vie et de travail à bord est plus vaste qu'une maison de 6 chambres. Les astronautes disposent de 6 dortoirs, d'une salle de sport, de 2 salles de bain, ainsi que d'une impressionnante vue panoramique à 360 degrés depuis leur grande baie vitrée. Passons aux détails plus techniques. Sur l'ISS, les astronautes n'ont pas à affronter de mauvaises odeurs. Une personne spécialement formée sent tout ce que les astronautes emportent avec eux pour les protéger des mauvaises odeurs. Le problème est que, dans l'espace, vous ne pouvez pas simplement aérer la pièce si l'odeur devient désagréable.
C'est pourquoi la NASA est extrêmement prudente concernant les fragrances autorisées à bord. Enfin, sachez qu'il est nécessaire de se débarrasser de ces vêtements après chaque utilisation, car chaque simple chargement d'un demi-kilogramme envoyé à l'ISS coûte jusqu'à 10 000 $. Il est donc plus économique de jeter ces vêtements sales que de gaspiller de l'eau pour les laver. En dormant, vous bénéficieriez d'un flux d'air exceptionnel autour de vous. Sinon, le dioxyde de carbone que vous expireriez formerait une bulle autour de votre tête, entraînant une privation d'oxygène. Et cela n'est clairement pas idéal. Les gens pensent souvent que dans l'espace, la gravité devient nulle, d'où l'apesanteur que ressentent les astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Mais ce n'est pas tout à fait exact. La gravité reste l'une des forces les plus fondamentales de l'univers. Grâce à elle, la Lune peut orbiter autour de la Terre, et le Soleil ne dérive pas de notre galaxie, la Voie lactée. Mais sur l'ISS, les astronautes ne rencontrent pas de gravité à part entière, mais une microgravité. Autrement dit, une gravité très faible. La gravité terrestre à bord de la station est seulement 10 à 12% plus faible que celle à la surface de la planète. Cependant, les astronautes sont constamment en chute libre. Le vaisseau, les personnes à bord et tous les objets continuent de tomber vers l'avant, non pas vers le bas, mais autour de notre planète, suivant une orbite spécifique. Et comme ils tombent tous ensemble, l'équipage et les objets semblent flotter. Cependant, nos plans d'exploration spatiale vont bien au-delà de l'orbite terrestre à bord de la Station spatiale internationale. Nous nous préparons à envoyer des missions sur la Lune et à établir des colonies sur Mars. Certains experts estiment qu'au cours des 25 prochaines années, environ 20 000 personnes pourraient quitter la Terre. Mais combien de personnes faudrait-il pour coloniser un système stellaire entier ? En 2002, l'anthropologue John Moore de l'Université de Floride a avancé qu'un vaisseau spatial transportant 150 passagers pourrait quitter la Terre et entreprendre un voyage de plusieurs milliers d'années vers un autre système stellaire. À leur arrivée, les descendants de l'équipage initial pourraient bâtir des colonies sur un nouveau monde. Cela semble être un projet aussi ambitieux que titanesque. Mais poursuivons. Le système stellaire le plus proche, Proxima du Centaure, se trouve à 4,2 années-lumière de notre planète. À l'échelle cosmique, c'est la porte à côté. Cependant, pour nous, c'est une distance tellement gigantesque qu'il faudrait construire un vaisseau générationnel pour y parvenir. Mais la vraie question est de savoir combien de personnes il faudrait envoyer pour garantir une diversité génétique suffisante. Une nouvelle étude contredit John Moore, affirmant qu'il faudrait bien plus de 150 personnes. Selon un scientifique de l'Université d'État de Portland, un vaisseau voyageant vers un monde aussi lointain devrait transporter au minimum 10 000 individus. Ce nombre pourrait assurer le succès de la mission. 40 000 personnes seraient encore mieux, car qui sait ce qui pourrait arriver aux voyageurs lors d'un trajet aussi périlleux et sans précédent. Pour le moment, la NASA n'est pas prête à envoyer des humains même sur Mars, alors encore moins vers un système solaire éloigné. Toutefois, quelques organisations privées travaillent sur ce projet. Elles espèrent rendre les voyages interstellaires possibles au cours du siècle prochain, en misant sur une augmentation significative de la vitesse de propulsion, ce qui pourrait réduire le temps de voyage entre les étoiles à seulement quelques centaines d'années. Les chercheurs ont mené plusieurs simulations pour analyser les différents scénarios pouvant se produire lors d'une telle mission interstellaire. Ils en ont conclu que le succès de cette mission dépendrait grandement de la taille de la population de départ. La diversité génétique permettrait de maintenir la santé des voyageurs. Plus la population est grande, plus elle est diversifiée. Et 150 personnes ne suffiraient clairement pas pour maintenir cette diversité génétique. Même une population de 500 personnes n'y suffirait pas. D'un autre côté, si nous envoyons 40 000 personnes vers un autre système stellaire, nous pourrions maintenir une variation à 100%. Même 10 000 voyageurs rendraient le scénario relativement stable, ce qui signifie que tout nombre compris entre 10 et 40 000 personnes serait un pari assez sûr. Mais bien sûr, nous ne pourrions pas envoyer autant de personnes avec un seul vaisseau spatial. Il faudrait en construire plusieurs et les répartir. Ces vaisseaux pourraient être modulaires, capables de s'amarrer ensemble pour le commerce et le contact social, probablement pour maintenir une certaine diversité génétique. Cependant, ils voyageraient séparément afin que, si un désastre frappait l'un d'eux, les autres s'en sortent indemnes. Mais pour rendre le voyage interstellaire possible, les chercheurs et ingénieurs devront surmonter de nombreux défis. Accroître la vitesse de propulsion, gérer les effets négatifs de la vie spatiale, et inventer des systèmes autonomes fournissant air, eau et nourriture. Ou bien, nous pourrions simplement décider de réparer notre propre planète et de rester chez nous. As-tu déjà roulé sur des clous avec ton vélo ?
Si ça t'est arrivé au moins une fois, j'imagine que ce n'était pas intentionnel et que tu n'as aucune envie de revivre l'expérience. Maintenant, imagine que tu dois faire du vélo sur Mars. Sa surface est couverte de roches, de canyons, de volcans, de lacs asséchés, de cratères et de poussière rouge. À côté de ça, les clous dont je viens de parler semblent plutôt inoffensifs. Nos rousses terriennes ne sont absolument pas adaptées à ce terrain. Par conséquent, la NASA travaille depuis les années 60 à la création de prototypes adéquats pour la Lune et pour Mars. Ils ont testé les pneus en caoutchouc lisse, avec chambres à air remplies d'azote, les grandes roues souples en treillis métalliques et les pneus sans air, constitués de plusieurs centaines de fils d'acier enroulés. Le pneu à ressort, mais rien de tout ça n'a semblé convenir pour ces sols difficiles. Les roues du rover Mars Curiosity n'ont duré qu'un peu plus d'un an et se sont sérieusement abîmées. Leurs pneus devaient faire face à deux problèmes majeurs. D'abord, ils devaient être suffisamment résistants pour supporter l'énorme poids du véhicule. Les ingénieurs désiraient fabriquer un rover super efficace, différent des modèles qui avaient parcouru la Lune et Mars avant lui. Il fallait donc qu'il soit plus lourd. Un véhicule de ce genre a besoin de pneus très solides. Et, bien sûr, la surface de Mars est des plus irrégulières. Ils ont donc essayé de fabriquer des pneus en aluminium, un matériau léger et résistant, mais les roues n'ont pas tenu longtemps. Ces dommages n'ont pas empêché Curiosity de faire son travail, mais ils l'ont rendu moins efficace. Et c'est alors que la NASA a dû réinventer la roue. L'agence spatiale a décidé de remplacer l'aluminium par un alliage à mémoire de forme. Il s'agit d'un type de métal unique, le nitinol, un mélange de nickel et de titane. Contrairement à d'autres matériaux qui se déforment sous l'effet de la pression ou de la chaleur, cet incroyable matériau reprend sa forme initiale quelles que soient les circonstances. Le nitinol est donc un héros sur Mars, mais il est aussi utile sur Terre. Imagine que tes pneus ne crèvent plus jamais. Ce serait vraiment bien. Une entreprise a donc décidé d'utiliser cette technologie pour ses vélos. Les pneus sont en forme de tube et s'écrasent lorsque l'on roule sur une bosse. Et ils développent peu à peu une parfaite mémoire de forme. Ils sont censés être parfaitement adaptés pour les vélos gravel et les vélos tout-terrain. La surface métallique est recouverte d'une couche caoutchouteuse. L'entreprise a annoncé prévoir de rechapper les pneus une fois cette partie usée afin qu'ils durent des années. Les précédents modèles de pneus sans air étaient constitués d'une mousse brevetée censée pouvoir rouler sur 8000 km. Mais ils n'ont pas marché. Ils alourdissaient trop le vélo. Ce nouveau modèle devrait résoudre ce problème. Le nitinol fonctionne également très bien dans le domaine de la chirurgie cardiaque. Les tubes qui en sont constitués peuvent se dilater selon la température du corps. La mémoire de forme ne révolutionne pas seulement l'industrie du pneu. Si tu dors aujourd'hui si bien sur ton matelas en mousse à mémoire de forme, c'est aussi grâce à la NASA. L'histoire de ce matériau remonte à 1966. La NASA avait décidé d'améliorer les sièges des astronautes afin d'atténuer les effets de l'accélération au décollage et à l'atterrissage. Créer un siège personnalisé pour chaque astronaute semblait très peu pratique, et c'est là que la mousse à mémoire de forme est entrée en jeu. Elle s'adapte facilement à la morphologie des astronautes et reprend sa forme lorsqu'elle n'est pas utilisée. Dans les années 80, on a commencé à l'utiliser pour le public. On la trouve aujourd'hui dans les matelas et les oreillers, dans les parcs d'attractions, sur les selles et dans les casques. La 3e génération contient des particules de gel et de la mousse viscoélastique. Elle utilise la chaleur corporelle pour se déformer, reprend sa forme en un clin d'œil, et tu as l'impression de dormir sur un nuage. Au cas où tu ne le saurais pas, les couvertures de survie ont été inventées par la NASA pour l'espace. Dans les années 60, ils se préparaient à quitter notre planète et cherchaient un matériau métallique fin et réfléchissant qui protégerait les navettes des radiations solaires. Et ils conçurent le matériau parfait, suffisamment résistant pour être utilisé comme isolant afin de protéger toute cette technologie coûteuse contre les variations de température. Depuis, on s'en sert dans presque toutes les missions hors de notre atmosphère. On l'utilise également dans les combinaisons pour protéger les astronautes des radiations et de la chaleur du Soleil lorsqu'ils s'aventurent dans l'espace. Sur Terre, les couvertures de survie sont utilisées par les marathoniens. La température de leur corps chute quand ils s'arrêtent de courir, et ils ont besoin de contrer cette réaction. En outre, on se sert de ce matériau magique comme doublure dans les étuis de téléphone pour protéger ceux-ci de la chaleur et du froid extrême. Au début des années 60, les casques des pilotes de ligne étaient très encombrants. Ils devaient souvent utiliser des micros portatifs pour communiquer.
La NASA avait besoin d'une technologie plus fiable et plus légère pour ses missions, afin de s'assurer que les communications se déroulent sans problème. En 1961, la capsule Liberty Bell 7 s'est écrasée dans l'eau et l'astronaute Gus Grissom a failli couler sans transmission radio ni contact avec son équipe de sauvetage. La NASA a alors fait appel à une entreprise pour concevoir une oreillette qui pourrait être intégrée au casque des astronautes. 11 jours plus tard, l'équipe a mis au point un prototype qui pouvait être utilisé par les astronautes pour communiquer entre eux et avec la Terre. Il était même doté d'une fonction de réduction du bruit. Le casque a ensuite été amélioré et on l'a utilisé pour les missions Mercury et Apollo. Grâce à ce casque sans fil, le monde entier a pu entendre la célèbre phrase de Neil Armstrong lors de son atterrissage sur la Lune. La lyophilisation de la nourriture n'a pas été inventée par la NASA, mais elle l'a grandement améliorée pour ses longues missions Apollo. Lors de ses premières missions, les astronautes mangeaient des aliments en forme de cubes, des poudres lyophilisées, et ils devaient boire des semi-liquides dans des tubes d'aluminium. Pas exactement un repas de fête. Les astronautes n'étant pas satisfaits de ce régime, la NASA dut trouver une meilleure solution pour les missions Gemini. Les recherches aboutirent à la mise au point de sauces pouvant rapidement prendre une forme comestible une fois plongées dans de l'eau chaude. La lyophilisation consiste à faire cuire les aliments, à les congeler à basse pression puis à les réchauffer lentement dans une chambre à vide. Grâce à cette technique, les aliments conservent 98% de leur valeur nutritionnelle, avec seulement 20% de leur poids d'origine. La NASA n'a cessé d'améliorer cette technologie au cours des décennies. Aujourd'hui, les aliments lyophilisés sont d'une grande utilité pour les randonneurs, les secouristes et toute personne ayant besoin de voyager léger tout en bénéficiant d'une alimentation adéquate. Le thermomètre infrarouge, qui nous permet de vérifier la température à distance, a également été mis au point avec le soutien de la NASA. Il mesure le rayonnement thermique émis par le tympan, un peu comme on mesure la température des étoiles et des planètes. L'appareil est doté d'une lentille qui concentre la lumière de l'objet sur un détecteur qui convertit le rayonnement en un signal électrique, puis en une température lisible sur un écran. On l'utilise à de nombreuses fins, par exemple pour surveiller les températures dans les systèmes mécaniques et électriques, et pour le contrôle de la température des visiteurs dans les lieux publics. Je parie que tu ne t'en doutais pas. La technologie utilisée pour faire des selfies provient des caméras développées pour les missions interplanétaires. Dans les années 90, un laboratoire de la NASA, Jet Propulsion Laboratory, a développé un mini-système d'imagerie qui ne nécessitait pas beaucoup d'énergie pour prendre des photos de haute qualité depuis l'espace. On utilise aujourd'hui cette technologie sur nos téléphones portables et nos ordinateurs. Et si l'on remonte aux années 60, on trouvera des preuves que l'idée des selfies pourrait provenir des astronautes. Edwin Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune, a pris des selfies avec un appareil photo Hasselblad spécialement conçu à cet effet. Il a même utilisé sa navette comme support pour son appareil. Pense à ça si tu te retrouves un jour dans l'espace sans personne pour te prendre en photo.